Bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Elisa Guri, j'ai cofondé The Family il y a 4 ans. Et on a cofondé The Family pour accompagner des jeunes qui voulaient monter leur start-up dans le numérique et le digital. D'accord ? Vous connaissez peut-être Itch. Faites du bruit sur Twitter, c'est 145 000 personnes qui manifestent en ce moment même et le service peut reprendre s'il y a du monde. Itch, AfroStream, bref, il y a 300 startups qu'on accompagne en tout et pour tout, à qui on offre de l'éducation, des outils, du capital. Et il y a un événement qu'on fait une fois par mois à The Family, je vous invite à venir, qui s'appelle Pitch Don't Kill My Vibe. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'inviter n'importe qui à venir présenter son projet, pitcher, dans l'exercice du pitch. Donc, on essaie de respecter les règles au maximum, devant des investisseurs. Et Pitch Don't Kill My Vibe, vous pouvez voir plein d'exercices de pitch, plein de startups faire cet exercice sur YouTube, c'est en ligne, sur Startup Food, à la chaîne de The Family sur YouTube. Pierre de Noise-la-Ville m'a dit « Alice, viens, on fait un Pitch Don't Kill My Vibe spécial 93. Bouge-toi les fesses, viens chez nous. Reste pas à The Family dans Paris à côté de Bastille. By the way, les portes, elles sont ouvertes, donc vous venez quand vous voulez. Si ça vous intéresse de venir, c'est open, c'est gratuit, c'est une fois par mois, ça s'appelle Pitch Don't Kill My Vibe. Et pour le symbole, on s'est dit « Ok, on vient. On vient, tu nous sélectionnes des startups du 93 qui vont venir là, devant vous, tester l'exercice du pitch. » Donc, c'est quoi? Les règles du jeu, elles sont simples. C'est filmé, ça va aller en ligne. En moyenne, c'est entre 4000 et 5000 vues. C'est pas énorme, mais c'est suffisant pour lancer un produit. C'est pas mal. Donc, il y a un enjeu quand même. Et elles ont toutes les mêmes consignes. Qu'est-ce que c'est un bon pitch de start-up? Comment est-ce qu'on vend son idée? Très court, concis, simple, 5 minutes. 5 minutes. Ce qu'on veut avoir, alors là j'ai tout mis en anglais, mais les pitchs ils sont en français. Ce qu'on veut avoir d'abord, c'est le nom de la boîte, se présenter, et ce qu'on appelle la one sentence, une phrase. En une phrase, tu racontes qu'est-ce que ta boîte a fait. Très simplement. Par exemple, à The Family, il y a AfroStream. AfroStream, c'est le Netflix des contenus afro-caribéens. C'est simple, c'est une phrase, et tout le monde a compris. Et après, j'explique à quel problème je m'attaque. Il n'y a pas de contenu culturel de ces films-là, donc il fallait créer une plateforme pour ça. Ensuite, je fais une belle démo, une démonstration. C'est-à-dire que j'essaie de rendre le plus tangible possible et je présente mon projet, mon produit. Si c'est un site internet, si c'est une app, je montre des screenshots de ce que je fais. Et surtout, quand on fait un pitch, on ne fait surtout pas un pitch en adressant des investisseurs. On fait un pitch comme si on parlait à des potentiels clients. Il faut parler à l'émotionnel, il faut parler au cœur. Il faut que les gens à qui vous vous adressez, ils aient envie de tester le produit quand vous pitchez ça. Ensuite, je parle du marché. Est-ce que je m'attaque à un gros problème et un problème qui est en croissance? Est-ce que ce problème il va s'arrêter? Itch, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de transport qui permettent à des jeunes de sortir le soir, qui soient accessibles. Et ce n'est pas un problème qui risque de s'arrêter et on ne va pas arrêter de faire la fête demain. Donc c'est un problème qui est en croissance. Et puis enfin, je raconte qui est l'équipe magique. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est la team de ouf. Ce qui compte, c'est de voir les gens derrière. C'est de voir que c'est des gens qui sont passionnés, qui ne vont jamais s'arrêter. C'est sur eux qu'on parie. Voilà, il n'y a pas un ordre, mais en tout cas, ça, c'est les gros trucs qu'on va voir. Et on va les voir avec mes deux guests, parce que Pierre, il m'a dit « Alice, tu ramènes de la thune ». Donc, j'ai ramené un vrai investisseur. Hugues, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Hugues et je couvre les activités françaises d'un fonds d'investissement qui s'appelle Global Founders Capital et qui est composé d'une douzaine d'anciens entrepreneurs à Sao Paulo, San Francisco, Los Angeles, New York, Londres, Berlin, Munich, Paris, Singapour, Shanghai, et qui a à cœur de recréer le fonds d'investissement qu'on aura adoré avoir à nos côtés en tant qu'ancien entrepreneur. C'est-à-dire un fonds d'investissement qui prend des décisions rapidement, 3 à 5 semaines, qui peut être très flexible. On peut investir très tôt dans une idée et rester très tard. Donc on a envie vraiment de faire la route avec vous. Et qui a une patte entrepreneuriale. Donc ce qui nous intéresse, c'est l'expérience client, le problème que vous essayez de résoudre, la mission que vous avez, l'obsession tous les matins quand vous vous levez pour construire le meilleur produit du monde et satisfaire vos clients. Et un de nos investisseurs, à hauteur de 15%, est en Rocket Internet. On a
un accès privilégié à toute la base d'expertise et les réseaux dans plus de 120 pays différents et 30 000 personnes. Et donc ça nous donne une capacité à accompagner la croissance dans un pays ou à l'international. Et puis, on a aussi quelqu'un de chez Uber avec nous. Bonjour à tous. Timothée, moi je travaille chez Uber, donc je ne suis pas du tout investisseur et pas vraiment entrepreneur. Ceci dit, j'ai beaucoup d'admiration pour tous les entrepreneurs et j'ai hâte de voir ce que vous allez donner. Moi, mon rôle là, ça va plutôt être très humblement de dire ce que je pense plutôt de la présentation et plutôt de mettre en lumière les skills de communication et la façon dont vous avez présenté vos histoires. Donc j'espère que j'aurai des bons conseils à vous donner et j'ai hâte de voir la suite. Merci beaucoup. Merci d'être là. Pourquoi on fait cet exercice ce soir? On le fait pour permettre à des jeunes entrepreneurs de tester leurs produits. Et on le fait aussi pour s'exercer entre nous à la pratique du pitch. Parce qu'on n'est pas bon en pitch. On est nul en présentation. Et pour mille et une raisons, peu importe. Moi, la première. Donc, c'est pas grave si ça se foire ce soir. C'est pas grave si on bégaye. C'est pas grave si on ne trouve pas ces mots, etc., etc. On s'en fout. Ce qui compte ce soir, c'est de voir des gens qui vibrent pour leur projet. C'est ça aussi qui compte quand un entrepreneur rencontre un investisseur. Les bons pitchers, généralement, sont de mauvais. Quand tu es un bon investisseur, ça, on pourra te demander, Hugues, mais celui qui te pitch trop bien, ça sent mauvais. Parce que tu te dis, ça ne devrait pas être son métier. Lui, il est amoureux d'un problème. Il ne devrait pas passer son temps à se pavaner, ok? Mais bon, quand même, il faut savoir toucher le cœur des gens pour aller au plus vite, pour saisir des opportunités, pour transformer n'importe quelle conversation en quelque chose qui vous serve. Parce que quand vous êtes un entrepreneur, dans la vie, il n'y a que votre problème qui compte et il n'y a que votre boîte. Et donc, vous rencontrez deux types de gens, pour la faire de manière très caricaturale, soit des investisseurs, soit des clients. La boulangère, l'arrêt de bus, le taxi driver, tous, soit un investisseur, soit un client, potentiellement, ou sa cousine. Donc, il faut toujours être dans cet état d'esprit de « faut que je lui raconte une histoire », il faut qu'il voit comment il va pouvoir faire le lien entre lui et mon projet, entre lui et moi. Donc ce soir, c'est cet exercice-là qu'on joue. Et comprenez bien, pour tous les apprentis entrepreneurs qu'il y a dans la salle, que c'est un exercice que vous allez vous aussi devoir jouer en tant que porteur de projet. Voilà. C'est pas du bullshit ce que je vous raconte. As the Family, c'est 350 boîtes qu'on accompagne, c'est 200 millions qu'on a levés pour nos boîtes. Tout à l'heure, j'entendais la table ronde, sans aucun argent public, sans aucune subvention, from scratch. On était 0 quand on a commencé, on était 3. On est 40 employés maintenant. Ça a du sens. Voilà, il y a une histoire derrière et c'est du concret. Alors, avant qu'on passe au pitch, il y a 4 startups, elles sont assez cool, on les aime beaucoup, elles vont avoir un peu de pression. Là, tout de suite, il y a un enjeu. Et qu'est-ce qu'il y a à gagner, hormis l'honneur et le fait de se faire démarquer, se faire remarquer devant des mecs de ouf? Eh bien, il y a aussi, pour les employés de l'entrepreneur, sa place assurée à la formation Lyon. Lyon, c'est l'école de The Family qui forme les meilleurs employés à rentrer dans des startups. C'est gratuit, sauf que c'est chaud pour rentrer parce que c'est 2000 personnes qui veulent rentrer et c'est que 100 places. Et donc, celui qui gagne ce soir, il envoie son employé à Lyon. Right. Alors, il a 5 minutes, pas une de plus. On l'écoute attentivement, on lui envoie beaucoup d'encouragement avec vos applaudissements et c'est Finder. Ouais, merci. Merci. Oui, bonsoir tout le monde. Je me présente, je m'appelle Tariq. Je suis le fondateur de Finder, que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui. Donc Finder, c'est une plateforme web qui met en relation, qui permet donc aux TPE de trouver des auto-entrepreneurs pour externaliser. Donc notre métier, c'est vraiment de faire le matching, de faire le lien entre deux populations différentes. D'un côté, des TPE qui ont d'énormes besoins en termes de nouvelles ressources, mais qui n'ont pas forcément les moyens d'embaucher. Et en face, des freelances qui ont du talent, mais qui ne savent pas toujours se vendre. Et donc, quelque part, Finder, c'est un peu le deal maker entre ces deux populations-là. Notre job, c'est de permettre à ces deux populations de faire un maximum de business ensemble.
Alors de manière très concrète, comment ça fonctionne? L'entreprise arrive sur Finder, elle renseigne son besoin. Voilà, j'ai besoin d'une télésecrétaire par exemple. Ça donne lieu donc à une annonce qui est publiée, qui est diffusée à l'ensemble des auto-entrepreneurs susceptibles d'y répondre. Et là, un auto-entrepreneur a juste besoin d'un clic pour soumettre sa candidature à une entreprise pour une mission donnée. Donc on est vraiment sur un fonctionnement qui ressemble un petit peu à ce que fait Tinder par exemple, où le matching doit se faire vraiment de manière très rapide. Et il faut savoir qu'une mise en relation sur Finder, c'est 48 heures maximum. C'est-à-dire soit la mission a trouvé preneur en 48 heures ou pas. C'est un petit peu notre fonctionnement. L'autre particularité, c'est qu'on est une plateforme vraiment généraliste. Vous allez trouver tout type de compétences sur Finder. Alors, en ce qui concerne l'histoire de Finder, je dirais que notre histoire, c'est un petit peu comme l'histoire de l'univers. Alors, ce n'est pas très modeste, mais dans la mesure où, au départ, il n'y avait rien. Mais vraiment rien. Il y avait juste un petit gars, donc moi, qui a une furieuse envie d'entreprendre. Donc, étant issu d'une famille d'entrepreneurs, j'entends de petits entrepreneurs, j'ai toujours voulu non seulement créer une entreprise, mais surtout faire un truc qui puisse rendre service aux petits entrepreneurs. Donc, j'ai monté plusieurs projets qui n'ont pas marché. Et un beau jour, je suis arrivé à un constat en me disant, pour aider réellement un auto-entrepreneur ou un freelance ou un artisan, la première chose qu'il faut faire, c'est de lui permettre de trouver des clients. Et donc, partant de ce constat, j'ai réussi à convaincre Merwan, donc mon meilleur ami, de me rejoindre dans l'aventure. Et on a commencé comme ça, en itérant, testant un maximum de choses, jusqu'au jour où on est arrivé à réaliser notre Big Bang à nous, qui est le premier client. C'est quelque chose de particulièrement enivrant, de particulièrement structurant dans une start-up que de convaincre son premier client. À partir du moment où, quelque part, il y a une personne qu'on ne connaît pas qui a payé pour bénéficier d'un service qu'on est censé être en mesure de lui fournir, notre vie a changé et notre vie est devenue vraiment une course. En très très peu de temps, on a développé plein de nouvelles fonctionnalités, on a amélioré notre service, on a levé des fonds, on a closé notre toute première levée de fonds auprès d'un fonds d'investissement, on a recruté des effectifs. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, Finder, c'est 5000 auto-entrepreneurs référencés, 300 entreprises clientes qui font appel à la plateforme de manière régulière. Je ne vais pas vous parler de Finder sans vous parler de notre philosophie et de la vision qui nous anime, qui est celle de la place de l'auto-emploi dans la société de demain. On est convaincu que dans la société de demain, de plus en plus de personnes devront apprendre à se vendre sur le marché de l'emploi autrement qu'au travers de CDD, CDI. Pour nous, c'est compte tenu de notre culture en France, c'est vraiment une révolution sociale, sociétale, qui est de notre point de vue salutaire et qu'on voudrait vraiment encourager. Alors naturellement, on discute avec des acteurs publics pour justement les faire adhérer à notre vision de la société. Mais je pense qu'au-delà de ces acteurs publics, on a surtout besoin de vous. Donc alors je m'adresse à vous, que vous soyez étudiants, jeunes diplômés, en conversion, en reconversion professionnelle ou même à la retraite. Je suis persuadé que vous avez des compétences magiques dont on a besoin chez Finder et qu'on saura mettre en avant. Vous pouvez, et je vous invite à vraiment faire le pas de, quelque part, c'est un petit peu notre slogan, tenter l'expérience freelance. Et on vous soutiendra, on vous accompagnera dans vos formalités, on vous trouvera vos premiers clients. Donc c'est vraiment le message de ce soir que je voudrais vous transmettre. Et enfin, si vous êtes dans aucune de ces situations-là, comme a dit Alice, il faut savoir qu'à l'issue de cette session de pitch, le meilleur pitch va bénéficier donc d'une formation Lion pour un membre de son équipe. Or, chez nous, on a Marjorie qui vient de rejoindre l'équipe, qui est absolument fan de The Family, qui a essayé à plusieurs reprises d'intégrer Lion. Et je vous le dis très honnêtement, au-delà du plaisir d'être avec vous ce soir, aujourd'hui, si je suis ici, c'est vraiment pour décrocher une formation Lion pour Marjorie. Donc, quelque part, si ce pitch ne vous intéresse pas, si la révolution des freelances, ce n'est pas votre sujet, dans l'absolu, ce n'est pas très grave. Hein. Vous pouvez le faire pour Marjorie. Je vous remercie. C'était un putain de bon pitch, franchement, parce que je l'ai vu pitcher avant, je veux le voir après, il y avait une histoire, et ton histoire à toi. Ma réaction, c'est que dans la forme, t'es bon.
Franchement, tu es solide, quand on voit Péchir, on a envie d'y aller, on a envie de le tester. Après, forcément, me vient à l'esprit toutes les autres plateformes qui font ça. Chez nous, il y a Site.co, et le but des builds, c'est Upwork. Voilà, donc on se demande qu'est-ce qui fait la diff. En fait, si tu veux, effectivement, on est vraiment sur un marché dynamique où il y a plusieurs acteurs. Mais juste pour te... C'est vrai qu'on peut comme ça avoir l'impression qu'il y a beaucoup de concurrence, mais si tu prends ne serait-ce que l'échelle française, on est à 50 000 freelances qui sont digitalisés. Donc toutes les plateformes, Upwork compris, plus nous, plus Side, plus tous les autres qu'on ne connaît pas, enfin, que je connais très bien. Donc c'est peanuts comparativement à un Upwork qui fait, donc l'américain qui fait 12 millions de membres. Donc je pense que dans tous les cas de figure, il y a vraiment quelque chose d'énorme à construire et qu'on a intérêt même à construire ça avec nos autres partenaires, les autres plateformes. Ça veut dire que les autres ils ont leur place et que tu ne vas pas tout bouffer d'un coup. Non, mais je pense très honnêtement qu'on parle quand même d'une révolution. Et cette révolution, comme toutes les autres, s'opère par le bas. Et c'est pour ça qu'on s'adresse aux TPE. Je suis persuadé que la révolution de l'auto-emploi sera opérée par les TPE parce que ce sont elles qui ont le plus besoin de faire appel à l'auto-emploi. Et c'est pour ça qu'on s'adresse à elles en premier. Toi, tu te dis, moi, je vise les petites entreprises, voilà. Donc je suis sur ce marché-là. Absolument. Et les autres, ils visent les big, ils visent tout le monde. Absolument. C'est absolument ça. Et moi, pour avoir testé et regardé ta plateforme, la différence, je la vois ailleurs. Je la vois dans le fait que tu touches une autre population, en fait. Tu touches pas les mêmes gars qui vont sur Site et sur Upwork. Tu touches des gens qui n'auraient pas été proposés sur ce genre de plateforme-là. Les auto-entrepreneurs, tu veux dire. Enfin, les auto-entrepreneurs, la diff, c'est qu'ils n'ont même pas, une vente de ces plateformes-là. Et toi, tu peux les toucher. Absolument. Tu peux parler de leur profil. Oui, généralement, pour une bonne moitié, ça va être des personnes en reconversion professionnelle, donc aux alentours de la quarantaine, on en a beaucoup. Ou sinon, des jeunes vraiment qui se lancent. C'est les deux gros profils qu'on a. Et clairement, l'auto-entrepreneur ou le freelance qui s'inscrit sur Finder, c'est quelqu'un qui se lance et qui cherche ses premiers clients et qui essaye de vivre de ses compétences un peu de manière différente. Contrairement à d'autres plateformes que tu citais effectivement, ou qui s'adressent par exemple à des étudiants des grandes écoles, qu'ils vont mettre en contact avec des grandes entreprises. C'est un petit peu Side ou d'autres plateformes. Nous, c'est un truc qu'on se dit un petit peu dans notre team et on ne communique pas généralement comme ça, mais vraiment Finder, ça doit être la plateforme du peuple. Tout le monde, demain, aura intérêt à se finderiser, à se vendre sur le marché autrement. Ça fait combien de temps que tu l'as lancé? Un peu plus d'1 an. Il y a combien de gens qui sont inscrits? 5 000. 5 000. 5 000. Tu as fait combien de matching? Il y a 300 entreprises clients, donc un peu plus de 500 matching à ce jour. Un peu plus de 500 matching? 500, oui, okay. Ce jour. Quelque chose à dire? Yes, cool. Merci pour le pitch. Avec plaisir. Je l'ai trouvé très bon aussi. Merci. J'ai une question pour moi, effectivement, la grosse difficulté et les grosses différences qu'il y a entre les plateformes sont sur ces fameux entrepreneurs. La première question, c'est comment tu vas les chercher, la stratégie online, offline, comment tu arrives à construire ce réseau et comment tu les accompagnes. Parce qu'un entrepreneur, un auto-entrepreneur, surtout quand c'est la première fois, quand il est jeune, il découvre la compta, il découvre ce que c'est de faire une facture, il découvre ce que c'est de gérer une relation client. Alors sur la partie sourcing, on a tendance à privilégier les personnes qui ne sont pas encore auto-entrepreneurs qui vont le devenir. Voilà, donc on est vraiment sur un sourcing en amont. Maintenant, nos canaux d'acquisition sont relativement classiques. Donc on peut être sur les réseaux sociaux, tout un tas de techniques de sourcing. Maintenant, effectivement, notre proposition de valeur, c'est vraiment trouver votre premier client. Ça, c'est la première proposition de valeur. Tout ce qui touche à l'accompagnement derrière, il faut savoir que quand vous êtes inscrit sur Finder, vous recevez une sorte de tuto qui vous explique comment devenir auto-entrepreneur, qu'est-ce que ça induit, etc. On est en train de développer un outil de gestion comptable qui permettra à nos membres de gérer leur comptabilité, qu'ils soient en auto-entrepreneur ou autre statut, donc entreprise individuelle, etc. Et sinon, on croit beaucoup en la communauté qui s'entraide. Donc, par exemple, chez Finder, on a un truc qu'on appelle les vendredis de l'entraide. Chaque vendredi, au départ, c'était chaque vendredi, mais après, c'est devenu un vendredi par mois, le dernier vendredi du mois. On envoie une mailing list avec 3-4 membres de la Finder Family. Et en gros, chacun va dire, voilà, moi, je suis calé en compta, par exemple,
Et donc, je propose mes services à moins 20%, moins 30% à la communauté Finder. Bon, à un moment donné, on avait un peu de troc qui se développait. En gros, je vous développe votre site internet gratuitement si vous m'offrez tel service. C'est vraiment cet état d'esprit-là qu'on veut promouvoir. On organise tous les mois les Finder Drinks. Donc, on a lancé ça il y a 3-4 mois et la dernière fois, on a reçu 80 personnes. 80 personnes donc, pour notre event et c'est exactement la même chose. C'est une personne de la Finder Family, donc un auto-entrepreneur inscrit sur Finder, qui vient, qui fait une formation à d'autres auto-entrepreneurs, ensuite en network. Donc, on croit beaucoup en la communauté qui s'entraide. Ma deuxième question, c'est sur le matching. La complexité de ce métier aussi, elle est de promouvoir de bons talents, de bons auto-entrepreneurs à la bonne demande. Et comment vous gérez ça? Est-ce que c'est manuellement? Est-ce que vous avez un petit algorithme? Comment vous gérez cette complexité? Alors, quand on parle de matching, il y a le matching a priori, c'est-à-dire, en gros, on va mettre votre annonce dans une catégorie donnée qui ne sera visible que par les auto-entrepreneurs qui sont tagués sur cette catégorie-là. C'est vraiment le matching a priori. Ensuite, il y a une dimension un peu plus qualitative qui nous permet vraiment d'être sûr de mettre en relation vraiment les personnes qui sont réellement qualifiées pour chaque poste. Donc ça, naturellement, on a tout un tas de modules de notation. Les auto-entrepreneurs sont notés par les entreprises qui ont déjà travaillé avec eux. Il y a un système de commentaires. On a aussi développé tout un système de tests. C'est-à-dire que clairement, vous cherchez quelqu'un pour développer votre site internet via Finder. On va vous mettre en contact avec 10 auto-entrepreneurs. Les 10 jurent être des pros du PHP. Très bien. Nous, on a développé un petit test de PHP que vous pouvez soumettre à vos membres. Et ça vous donne vraiment une vision tangible de la qualification a priori technique sur tel ou tel point. Et on a développé en très peu de temps une quinzaine de tests. Donc il y a des tests d'anglais, il y a des tests d'orthographe, toute une batterie de tests. J'aime pas trop le terme, mais l'idée c'est vraiment d'avoir une idée très claire de la qualification des freelances qui sont sur notre plateforme. Tu cherches à lever ou pas? Non, là, on a déjà levé, on vient de boucler. Donc peut-être, mais pas tout de suite, quoi. Là, on a vraiment des enjeux d'exécution qui sont très forts, par contre, au moment. Moi, j'ai trouvé que c'était un super pitch aussi. J'ai trouvé que il y avait pas mal d'émotions. Tu as fait du bon storytelling. T'as mis je pense que tu as mis beaucoup d'applications à expliquer ton histoire, etc. Moi, je vois peut-être un gros flag, c'est la démonstration de ton produit. C'est quoi les propositions de valeur que tu as sur la plateforme? Effectivement, c'était dit, mais il y en a beaucoup qui existent. Et il me semble, en fait, en creusant un peu avec les questions qu'on t'a posées, que tu as vraiment quelque chose qui te différencie, c'est le fait d'être auto-entrepreneur. Et l'autre, c'est le fait, ce que tu as dit, c'est que tu proposes à tes membres de s'auto-vendre. Ça, c'est une idée intéressante, que peut-être les autres plateformes font assez mal. Et du coup, c'est peut-être ça qui manque un peu, c'est à quel moment dans le pitch tu montres ta plateforme. Alors tu montres un screenshot, c'est bien, mais on a peut-être envie d'avoir plus d'expérience, de voir comment ça fonctionne. En fait, l'idée c'est que là, je pense que dans la salle, il y a pas mal d'auto-entrepreneurs. Moi, j'ai mon auto-entreprise par exemple. Et je me suis pas dit à un moment, ouais, en sortant, je vais prendre mon portable, je vais me faire mon profil. Donc comment est-ce que tu arrives à attirer tout le monde et à faire en sorte qu'avec une petite démonstration produit rapide, toi, tu devrais avoir tout le monde en train de regarder son application et de se dire, ok, c'est hyper simple, boum, je fais mon. Et c'est peut-être ça qui manquait. Je pense que pour un public et comme tu le dis, les auto-entrepreneurs demain c'est tout le monde, il faudrait que tu essaies de te dire comment est-ce que j'arrive à convaincre les gens que c'est une bonne idée, mais à convaincre les gens de devenir auto-entrepreneurs. Ouais, non, mais tu as carrément raison. Du coup, pour être honnête avec toi, je me posais cette question avant d'envoyer mes slides et de passer en pitch. C'est vrai que j'ai beaucoup hésité il fallait tenir 5 minutes. Du coup, le choix, c'était soit j'enlève la dernière slide de Marjorie, et j'ajoute une slide supplémentaire pour parler du produit. Elle était très bien, Marjorie. Et donc, je me posais la question, je me suis dit, alors, est-ce qu'on va soudoyer le public ou est-ce qu'on montre un peu plus le produit? Et donc, oui, effectivement, je suis entièrement d'accord que j'aurais peut-être pu rajouter une slide supplémentaire. Ouais, ou même faire une démonstration live, ou montrer comment ça... Ouais. Faire une petite démonstration live rapidement pour montrer que c'est facile de s'auto-vendre. Et ça, je pense que c'était la vraie valeur de ta plateforme. Mais on l'a pas vu du tout, du coup, c'est un peu frustrant. All right. Bon, merci. Bravo, mec. Merci. Alors bonsoir à toutes et à tous, je me présente très rapidement. Je m'appelle Cédric et je suis CEO de Black Trotters. Et je vais vous ouvrir la porte pour entrer dans l'univers de BKT. Alors Black Trotters en une phrase, c'est quoi? C'est une plateforme
qui recense les adresses et les événements qui ont attrait à la culture afro-caribéenne, donc les restaurants, salons de coiffure, épiceries tropicales, mais aussi tout ce qui est cours de danse, expositions, etc. Alors Blackrooters n'est pas parti d'un rêve, mais d'une volonté, celle de contribuer à l'épanouissement de la culture afro-caribéenne. Et en fait, on croit vraiment qu'en France, à l'heure d'aujourd'hui, la culture ne peut pas se définir par une couleur de peau, mais surtout par les personnes qui la font vivre, en fait. C'est pourquoi on cible vraiment tout le monde, les vieux, les jeunes, les noirs, les blancs, les jaunes, les blédards, les bobos, on cible vraiment tout le monde. Et on a choisi comme slogan « For all lovers of Black culture » justement pour envoyer ce message. Alors au niveau de la problématique, difficile à trouver, il y a un chiffre qui est assez parlant. 73% des concernés ont du mal à trouver des produits spécifiques à leurs origines, selon l'agence ethnique AKA. Et ça, c'est dû à plusieurs raisons. La plus grande, c'est le bouche à oreille. Parce qu'il est vrai que la génération de nos parents qui ont immigré en France, culturellement, fonctionne beaucoup par bouche à oreille. Et donc, du coup, l'information est mal diffusée. Et donc, nous, on ne veut pas lier à ça. Il faut aussi savoir que le marché afro est assez atomisé, dans le sens où il y a plein de petits sites qui référencent des commerces, mais l'information est très peu qualitative et non exhaustive. Donc maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo pour me mettre un peu en contexte Blackrooters. Je vous laisse la regarder. J'ai grave la dalle. J'ai faim de fou. T'as faim là? Ah, de fou malade. Même moi j'ai un petit creux, hein, je te cache pas. Tu sais, j'ai envie de quoi? Dis-moi pas que c'est la même chose que moi. Si tu penses à un tiep, c'est que tu penses à la même chose que moi, mon gars. Un tiep, frérot. Un tiep, tu vois, avec tu sais, le riz cassé 2 fois. Pas une fois, 2 fois. La petite sauce tomate, tu vois. Le petit poulet. C'est parti, vas-y. T'es chaud? On démarre, On démarre, on y va. Vas-y, c'est parti. Ouais, mets ta ceinture, c'est mieux. J'ai faim. Mais attends. Avant de partir. Ouais. Tu sais mon gars? Tu sais où il y a un resto quand même, tu sais où il y a un resto enfin à Créteil quoi, plein Créteil mon gars. Comment ça? Ah parce que tu pensais que je savais moi, genre moi je viens dans ta ville, je sais où il y a un resto. T'es là, tu me parles d'un type, tu sais pas où aller? Donc voilà une petite mise en situation assez caricaturale. Mais c'est vraiment une situation dans laquelle je me suis retrouvé, mes proches aussi. Tout ça pour dire qu'il y a vraiment un manque de visibilité. Donc maintenant, je vais vous passer la démo du site qui est une maquette. On est en cours de développement. Donc voilà la homepage. Donc vous pouvez faire votre recherche, sélectionner ce que vous recherchez. Maintenant, on va prendre le cas des 2 potes justement qui cherchaient un restaurant. Donc voilà, on va prendre le restaurant Massawa. Voilà un peu la page du restaurant. Donc voilà les informations utiles telles que l'adresse, le numéro de téléphone, les horaires, la galerie avec les photos et des vidéos et bien sûr le plus important des avis. Et voilà ce qu'on aurait dû faire, juste cliquer sur y aller pour avoir l'itinéraire jusqu'au restaurant. Prenons un autre exemple, pour ceux qui aiment bien Kizombe, vu que c'est en vogue. Pareil, cours de danse, pareil les informations utiles, les tarifs, la programmation. Et bien sûr on peut booker son cours directement sur Blackrooters. Donc avant de se lancer à fond sur le concept, on a voulu tester en gros si ça prenait, en fait, s'il y avait de l'intérêt, et on a mis en place une campagne Facebook sponsorisée. Et on a eu un très bon taux de clics, donc 3 fois supérieur à la moyenne. Donc la référence, c'est donc du coup c'est le blog du modérateur. Donc c'était assez satisfaisant, on était content, donc on s'est dit on va y aller à fond. Donc je ne suis pas seul, bien sûr, sur le projet. Nous sommes 3 fondateurs, donc Jérémy et Yannick, CTO et CFO. Et j'oublie pas les co-recruteurs qui seront là pour amener beaucoup de contenu, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est le contenu. Et on va s'axer beaucoup plus sur de la vidéo, car c'est la tendance, en diffusant des micro-trottoirs, des interviews, rencontrer justement les commerçants. Voilà, je vous remercie. Je vous invite à liker la page, vous inscrire sur la newsletter pour être mis au courant du lancement. Et voilà, merci beaucoup. Qui dans la salle, très sincèrement, est chaud sur ce sujet et a envie d'aller voir un média comme celui-ci? Levez la main, s'il vous plaît. Donc, tu as réussi à convaincre quand même la grande majorité de la salle. Bon storyteller, bon pitch, franchement. Petite vidéo sympa. Il y avait ton... C'est un de tes acteurs qui est là. Exactement, un trotteur, ouais. Qui dégaine les yeux verts au bon moment. Enfin, j'ai beaucoup misé sur ses yeux bleus, ils sont bleus. Je sais, ça se voit. Tu as pris le gars beau gosse Exactement. et tout, là-dessus, machin. On sent le mec qui est bon vendeur, et ça me fait forcément, je peux pas ne pas faire la comparaison avec ton jet d'AfroStream,
même vibe, mec sait parler, etc. Le seul truc, et le seul conseil que je peux te donner, c'est n'espère pas que tu puisses démarrer un délire communautaire sans communauté. Donc là, en fait, l'enjeu, c'est de commencer à créer la communauté maintenant. Tout à fait. Ouais. C'est beaucoup de on va. Donc là, on a envie de rêver avec toi. On a envie parce que tu incarnes... Ouais, pourquoi pas, on a envie de rentrer dans ton leadership, en fait. Mais du coup, fais pas un bousin, une usine à gaz, genre le gros site internet où il faut aller pour pouvoir avoir accès à ça. Dans la salle, je tairai le nom, mais tu as quelqu'un d'exceptionnel qui a monté un business de malade mental sur une newsletter en créant juste de bouche à oreille, de la frustration, de l'envie, chaque semaine à révéler les bons plans. Et toutes les nanas de Paris, elles étaient comme des dingues à attendre cette putain de newsletter. Il faut faire ça. Ne fais pas un truc genre, bam, grande vision, voilà ce que je vais faire. Il y aura les restos, les coiffeurs, tout d'un coup, personne ne viendra. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est comme les médias qu'on a vus tout à l'heure, en fait. Tu n'es pas un média, mais prends pas ce qui fait que les médias, ils n'arrivent pas à faire de thunes, en fait. Toi, tu as l'opportunité de pouvoir créer un produit avec rien. Juste avec un début de communauté et des bons plans. Donc, un produit, ça peut être tout simplement une newsletter. Hein. Ça peut être complètement autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que ne t'enferme pas forcément dans l'idée d'un média bien propre, tac, où il y a tous les rubriques, les machins, parce qu'en termes de contenu, ça coûte. Tu vas être décevant au niveau de la mise à jour de ces contenus. Alors que juste une news de temps en temps dans le format que tu veux, que ce soit sur Facebook, que ce soit par email, sur Snapchat, sur ce que tu veux, il y a moyen de faire grandir une communauté. Il n'y a personne qui adresse ça, il y a plein de gens qui veulent l'adresser, ce sujet-là. Et donc, vas-y, voilà. Je suis en train de chercher le nombre de followers sur la page Africrea. Parce que Moulay, il a réussi un truc de ouf. Il a réussi à fédérer une communauté et à l'engager autour justement de petits entrepreneurs et auto-entrepreneurs qui font de l'artisanat et qui portent l'artisanat local pour des populations qui sont donc nord-africaines et pour des populations qui vivent maintenant en Europe. Et il a cette idée géniale de fédérer cette communauté et de laisser s'exprimer les talents. Et il a une touche, une patte et un côté éditorial qui moi, honnêtement, force le respect. Et il a commencé, comme dit Alice, par sa communauté. Il a des chiffres canonissimes d'engagement, de partage, de commentaires, d'expression sur sa page Facebook. Et c'est cette communauté, ensuite, qui te permet de fonder un business. Et je rejoins ce que dit Alice sur la priorité pour toi, c'est d'abord de fédérer une communauté autour de valeurs fortes, autour d'une identité, autour d'une fierté culturelle, et ensuite tu pourras l'amener sur peut-être des verticales qui peuvent être la bouffe, qui peuvent être la beauté, la coiffure, qui sont autant de spécificités, mais qui finalement sont une déclinaison de cette identité et de cette communauté. Et en plus de ça, cette communauté, elle est hyper engagée. Il y a très très peu d'offres, il y a très peu de personnes qui portent ces spécificités-là, donc il y a pour moi un boulevard. Donc, effectivement, c'est le conseil que je pourrais te donner maintenant. D'accord, merci. Enfin, j'ai trouvé que c'était hyper cool et surtout j'ai trouvé que moi personnellement je suis hyper fan de la culture afro et j'ai bossé pendant assez longtemps pour une marque justement qui faisait des cosmétiques pour cheveux afro, des curlières, et c'était excellent. Il y a énormément de ressources créatives à aller chercher, etc. Et j'ai trouvé quand tu as démarré la présentation que tu avais une super bonne marque, une bonne ADN que tu as travaillé. Je sais pas qui a fait ton site, a fait tes slides, mais il y a un truc qui claque et boum, tu viens un peu le casser avec ta vidéo un peu humoristique. Et je trouve que, je dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis juste qu'il y a un peu un parti pris à prendre. Et moi, j'étais un peu parti dans ta marque, j'ai trouvé hyper cool. Tu vois, il y a vraiment quelque chose de sympa à faire. Et du coup, peut-être fais le choix essayer de définir, on parlait tout à l'heure d'identité, définis ton identité, comment tu la retranscris visuellement, comment tu la racontes. Et une fois que tu auras ça, fais un parti pris et vas-y à fond. Et c'est ça qui va aussi permettre à ta communauté de s'identifier et d'avoir des références communes. Je pense à aussi peut-être deux autres points. Le premier, c'est il y a un moment où on n'a pas trop vu ton business model. Alors tu parles un peu des taux de clics, etc. Je trouve que c'est une bonne façon de commencer un business, mais du coup c'est peut-être un tout petit peu à creuser sur tu peux pas vraiment baser un modèle sur vraiment des taux de clics d'une campagne Facebook, etc. C'est cool de l'avoir, mais c'est pas forcément suffisant.
Et le dernier point, un truc que tu as dit à la fin, mais que je trouvais peut-être le plus sympa et peut-être le plus disruptif dans toute ta présentation, c'est que tu as parlé de vidéo. Tu as dit à la fin, peut-être faire des petits contenus vidéo pour présenter des trucs. Et c'est peut-être ça, tu vois, on parlait de newsletter, c'est peut-être ça ton idée ou une idée qu'il faut que tu ailles chercher. Comment est-ce que tu disruptes un petit peu tous ces marchés-là et c'est quoi le petit truc super cool. Et la vidéo, nous, chez Uber, on essaie d'en faire un maximum et on sait que c'est un truc qui fonctionne bien. C'est une petite bombe aujourd'hui que tout le monde sous-estime et c'est peut-être là la vraie big idea. Et du coup, n'hésite pas à la creuser, peut-être à la faire remonter dans ton pitch. Tu vois, regardez avec Alice, c'est 60 000 personnes qui sont engagées et actives sur la communauté Facebook de Africrea. Et justement, la dernière vidéo, 70 000 views. Plus de 500 commentaires, sans compter les engagements, les shares, etc. Tu parlais de la boîte qui fait des vidéos de AfroStream. Ah oui, et puis effectivement, il y a beaucoup de business qui commencent par cet aspect un peu communautaire. On est investisseur dans Chef Club, et Chef Club, c'est mois par mois entre 300 millions et 400 millions de vues. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie force du communautaire, et qu'ensuite, si tu as ta communauté et qu'elle est engagée, et ton média, tu peux devenir une vraie marque. Et juste pour redescendre sur terre, Chef Club, c'est 2 gars à la base, 2 frères dans une cuisine qui prennent en photo des plats qu'eux-mêmes ne savent même pas cuisiner, juste pour le délire. Et c'était il y a 2 ans. Même pas. Un an et demi. Ouais, c'est ça. Et ils sont dans leur canapé, ils sont encore chez eux. Donc ça veut dire qu'on peut faire vraiment de grandes choses si on a un côté, une patte éditoriale, une patte artistique et qu'on diffuse du contenu et de la vidéo qualitative qui résonne dans ta communauté. Je prends note. Merci. All right, bravo. Bonjour, c'est Salia, cofondatrice de Copélican. Et Copélican, pour faire simple, c'est le Blablacar des objets. En fait, on est parti d'un constat simple, qui est qu'on avait une amie qui s'appelait Manon et qui avait laissé sa guitare à Bordeaux et qui ne savait pas comment faire pour l'acheminer jusqu'à Paris. Pourquoi, en fait, elle ne savait pas comment faire? Parce qu'elle a dû faire face à différents problèmes que vous avez tous rencontrés un jour ou l'autre. Un service rigide et peu soigneux. Si vous passez par la poste et que vous voulez envoyer une guitare, vous pouvez être sûr qu'elle ne va pas arriver en un seul morceau. Un service spécialisé comme UPS ou FedEx, c'est un prix trop élevé, bien plus élevé que la guitare elle-même. Et aussi, vous avez le problème du temps. Donc, si vous êtes plutôt pressé pour récupérer votre objet, vous ne savez pas forcément quand est-ce que vous allez le récupérer. Et en fait, on a tous fait face à cette personne qui vous dit « Hey, tu ne connais pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un? J'ai envie d'envoyer ça. » Et du coup, on a décidé de lancer Copélican. Donc Copélican, c'est une solution tout d'abord économique et rentable. Pourquoi? Parce qu'en fait, on match des expéditeurs et des voyageurs et que c'est l'expéditeur qui fixe le prix de l'envoi de l'objet lui-même. Un transport avec soin est sécurisé, puisque c'est des voyageurs qui prennent ça dans leur bagage et qui font attention à ce que l'objet ne soit pas détérioré. Et enfin, c'est un service rapide et aux horaires adaptés, puisque vous vous arrangez entre expéditeurs et voyageurs pour vous rencontrer et vous assurer que l'objet va bien arriver en temps et en heure. Et du coup, aujourd'hui, c'est une plateforme où vous pouvez poster votre annonce, choisir votre pélican, c'est-à-dire votre voyageur, confirmer votre envoi par le paiement et enfin, recevoir votre bien en toute confiance. Donc en fait, les avantages de Copélican, c'est un matching entre voyageurs et expéditeurs. C'est-à-dire qu'on va vous proposer des personnes qui peuvent effectuer votre transport. Vous n'allez pas arriver sur une place comme ça et vous vous débrouillez pour chercher le voyageur qui vous convient. Vous avez une vérification des coordonnées des utilisateurs, ce qui vous empêche d'envoyer n'importe quoi dans le colis. Et vous avez un système de notation pour chaque profil. Et enfin, une assurance des biens via la commission, parce qu'on se rémunère à la commission. Donc, l'expéditeur fixe un prix, et nous, on prend entre 10 et 20% sur le prix de l'envoi. Pourquoi on s'est intéressé à cette solution? Parce que c'est un marché très porteur, avec 330 millions d'objets distribués en France chaque année. Des colis rapides et des colis express, c'est un marché qui monte jusqu'à 3 milliards et qui chaque année augmente. Et les non-express, on est à près de 1 milliard. Et en fait, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a pu réaliser? Donc, pendant le semestre 2016, le semestre 2 2016, on a rejoint l'incubateur de HEC, où on se trouve toujours. Et en fait, on a pu réaliser nos premiers envois en France et à l'étranger, lancer la première version du site et même la deuxième.
On a ouvert de nouvelles destinations. Donc actuellement, on est en France, mais on est aussi sur les pays qui sont proches de la France, donc Angleterre, Suisse, les pays frontaliers en fait. On a à peu près 2000 annonces par mois aujourd'hui. Et enfin, on a pu récemment gagner un prix il y a 2 jours. Il y en a parmi vous qui étaient présents au Start-Upper Academy à Sevran. Et en fait, tout ça, ça a été possible parce qu'on a une équipe assez complémentaire. Donc, vous avez Mad Guetouche, la CEO. Donc, elle a fait HEC Paris. Et moi-même, Salia Chekroun. Donc, Mad s'occupe plutôt de la partie business et moi, la partie technique, développement web. En fait, on s'est rencontrés ensemble. Enfin, on s'est rencontrés quand on était en classe prépa à Paris. Et depuis, on a gardé contact et on s'est lancé sur Copélican, qui accueille aussi Marwan, donc qui est notre CTO, et qui va bientôt intégrer aussi Crypto pour monter en compétences en data science. Et on a Marie qui travaille sur la partie design de la plateforme. Et à côté de ça, on est accompagné de différentes personnes qui nous conseillent par rapport au marché qu'on attaque. Donc un expert en logistique, un entrepreneur, un business angel et aussi l'incubateur de HEC. Et en fait, notre objectif, c'est faciliter les échanges dans le monde en un seul clic. Merci pour votre attention. Il fait la gueule, Finder, parce qu'il se dit putain, il y a du niveau. Non, franchement, super bon pitch. Bon, là, il y a vraiment du niveau parce qu'on sent que tu as l'habitude du pitch, quoi. D'habitude, c'est Malade qui pitch. Ouais. Ouais, mais voilà. Bon, en tout cas, ça passe super bien. C'est même très sérieux, très solide. Ce qui m'a manqué là, parce que je vais pas. Franchement, sur la forme, c'est bien. Les slides, elles sont ouf. Enfin voilà, tout est carré. Peut-être ce qui me manque, moi, c'est l'ambition. C'est où est-ce que tu veux amener le projet. Et c'est parce que du coup, quand tu nous dis il y a ton gars qui va partir chez Crypto pour se former. Attends, s'il croit au projet, il reste. Non, il est en stage en fait, stage de fin d'études, c'est pour ça. Ouais, mais tu vois, le nombre de mecs qui drop out, quand un projet te prend, t'y vas. Ça fait mal. Ça fait mal pour le pitch, ça fait mal pour les gens qui regardent. Attends, si le truc, il est tracté par, tu vois. Et donc, pour moi, ça rejoint l'idée de l'ambition, c'est où est-ce qu'elle veut. Et ça rejoint, faites gaffe, dans un pitch, on n'aime pas entendre « j'ai eu tel prix, j'ai eu tel trophée ». On s'en fout grave, parce que ça, c'est du défocus. Ceux qui vont chercher les prix, c'est comme aller chercher des subs, c'est pour l'honneur, d'accord ? Il n'y a que les chiffres qui parlent quand on est entrepreneur. Il n'y a que la vérité du marché. Il n'y a que le concret. Donc, montre-nous que tu es une vraie et que tu ne vas pas être dévié par les honneurs. C'est parce que ça ne compte pas quand on est entrepreneur. Et toutes les startups qui font la une, des magazines et des machins, c'est rarement celles qui cartonnent. Celles qui cartonnent, on n'entend pas parler sous les radars. Et les mecs, ils ne veulent pas se mettre en avant. Ça marche. D'accord ? Là, ce soir, on n'est pas là pour se la raconter. Je ne sais pas, un pitch où je veux que vous gagniez un prix ou quoi que ce soit. Là, c'est un exercice. C'est un exercice pour devenir meilleur, pour être meilleur en pitch et pour avancer et pour que... Parce que ici, dans la salle, tu vois, c'est pas les médias, c'est des gens qui peuvent te faire avancer, je pense, tu vois, pour le business. Vous voyez la différence entre l'utile et l'agréable. Tout ce que vous faites en tant qu'entrepreneur, c'est des choses qui doivent être utiles, pas agréables. Donc là, moi, dans le pitch, c'est juste ça. Sinon, c'était chambé. C'est est-ce qu'elle a de l'ambition ? Est-ce que le projet, il veut l'emmener loin ? Parce que là, il y a du potentiel de ouf. Et est-ce qu'ils ne vont pas se laisser dérouter par les médailles ? C'est tout. Sinon, j'ai trouvé ça ouf. Merci. Oui, c'est vrai que je rebondis sur ce que vient de dire Alice. Moi, une des erreurs que j'ai faites en tant qu'entrepreneur, c'est de courir après les succès médiatiques ou les prix. Et il y a plein d'accompagnement qui est proposé. Il y a plein de récompenses et il en faut pour promouvoir une certaine image de l'entrepreneuriat et mettre à l'honneur des talents. Mais toi, ce qui compte au jour le jour, c'est tes clients, tes partenaires, les gens qui bossent à côté de toi et ta mission en fait, ton obsession chaque jour de rendre le produit meilleur, de rendre le service meilleur, d'aller conquérir d'autres marchés, d'aller bouffer le monde. Et avec le recul, je me dis que j'ai passé beaucoup trop de temps
d'énergie et de focus sur des choses qui finalement représentent un petit logo sur un slide, qui représentent peut-être une petite soirée avec 5 minutes de gloire où tu es sur le podium et tout le monde t'applaudit. Et en fait, le lendemain, ce qui compte, c'est tes clients, c'est tes partenaires et c'est tes chiffres. Voilà. Et concernant justement le modèle que je trouve très sympa, et j'avais eu l'occasion de croiser justement la CEO Mad il y a quelques semaines. C'était toi qui étais... Exactement. Et donc c'est une des startups qui m'a vraiment plu, parce qu'elle correspond à un vrai besoin client. Ma guitare, c'est clair. En plus, j'habitais Bordeaux avant, donc le pitch m'a fait marrer. Le kitesurf, enfin tous les trucs un peu chiants auxquels tu tiens, ils font un tiers de confiance, et je trouve que vous restaurez cette confiance-là. Et vous êtes tout à fait dans le mouvement de construire une communauté de confiance en étant un tiers de confiance et en permettant justement de make it happen, comme on dit. Ça, c'est vraiment bien. Et la question, moi, que j'avais en suspens, c'est est-ce que c'est un service? Est-ce que vous sentez que les demandes sont plutôt des services d'une ville à une autre dans la France, ou vous avez des villes européennes? Et dans ces demandes-là, est-ce qu'il y a de la récurrence? Est-ce que finalement, il y a des voyageurs qui en profitent tout le temps pour transporter quelque chose, et vous voyez revenir des gens pour transporter des objets? Ou est-ce qu'à chaque fois, il faut retrouver des nouveaux voyageurs et retrouver des nouvelles personnes pour faire voyager des objets? En fait, comme tu l'as dit, en fait, on travaille beaucoup à construire une communauté, ce qui fait qu'une personne, quand elle teste le service, elle est plus amenée à le tester une deuxième fois, enfin à le réutiliser. Du coup, ce qui fait qu'on a de la récurrence. Et après, en termes de ville, pour l'instant, c'est beaucoup France. Mais on a des demandes comme Londres, Bruxelles qui viennent quand même pas mal, quoi. Et ça, vous arrivez à y répondre? Comment vous avez une demande de voyage et vous trouvez le voyageur du coup Ça, on arrive à y répondre parce que c'est pas si loin que ça, Londres, Bruxelles. Et vu qu'on pour l'instant on préfère s'attacher aux pays frontaliers, on arrive pas mal à y répondre. Ouais. Dernier point, le sentiment que j'ai, c'est que quand le service répond vraiment à un besoin client, finalement, c'est plus une question de prix. Est-ce que je me trompe, ou la plupart du temps, en fait, vous êtes peut-être même aussi cher ou plus cher qu'un service comme UPS ou la Poste, mais ce qui compte, c'est la confiance dans le transporteur? En fait, ça dépend de la nature du produit. Mais c'est vrai que parfois, ça peut être plus cher qu'un UPS ou un FedEx. Mais il y a cette notion de confiance, cette notion de je vais rencontrer une nouvelle personne qui fait qu'on ne voit plus trop le prix, en fait. Puis la valeur affective aussi à acheter. Voilà, la valeur affective. Okay. Merci. Pas de souci. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment excellent. Enfin, le niveau est hyper élevé. Alors, encore une fois, je suis pas comme mes deux camarades. J'en vois pas passer des dizaines tous les jours, mais là j'ai trouvé que c'était impressionnant. Qu'il y a tout, quoi. Il y a les 3 valeurs, il y a le blablacar de l'objet qui est hyper compréhensible, il y a la démo produit, il y a le côté sécurité, il y a beaucoup de choses. Donc vraiment j'ai cherché, j'ai pas trouvé grand chose à redire. Je trouve ça vraiment bien. Peut-être que la vraie valeur de Copélican, c'est la communauté et la confiance, et c'est ressorti au même niveau que d'autres attributs. C'est peut-être pas assez mis en valeur, alors que c'est au final, en discutant, c'est ça qui remonte vraiment. Et la deuxième chose, c'est que c'est vraiment, la copie est parfaite, c'est le 18 sur 20, mais il manque peut-être un petit peu ce petit truc qui fait que, tu vois, alors toi tu parlais de vision, c'est quoi le petit truc un peu rock'n'roll qui fait que boum, je veux faire partie de la communauté. Si on parle de communauté, c'est ça qu'il va falloir rechercher, qui est hyper difficile. Mais sinon, c'est vraiment des petites remarques parce que c'est de super bonne qualité. Bravo. Merci. Moi, je vais juste... désolée, c'est une question de curiosité pure, mais qu'est-ce que les gens ils s'envoient généralement? C'est quoi les objets, la majorité des objets? Souvent, c'est des oublis. Donc, ça peut être un peu tout, des livres, une guitare, des objets en fait qu'ils ont oubliés ou qui ont une valeur particulière, une valeur sentimentale. Au niveau de la gueudron, au niveau de tout ce qui est un peu illicite, comment tu gères en fait? Comment on gère ça? Alors en fait, si vous voulez utiliser le service, il y a un checking des identités, donc du voyageur et de l'expéditeur, et puis l'expéditeur il paye sur la plateforme, donc il ferait mieux d'utiliser la Poste s'il va envoyer ça. C'est-à-dire que en fait on a son identité, sa carte d'identité, un scan de son identité, et aussi vu qu'il paye, on a des donc tu as toutes les preuves de la personne, de qui voilà, est la personne. D'accord, ok. All right, bravo. Merci.
Alors bonsoir à tous. Donc moi je suis le CEO de la société OnTime. Donc c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Donc qu'est-ce que c'est très rapidement OnTime? C'est un service de livraison qui permet d'externaliser son propre service de livraison. Donc d'où est né le projet? Donc moi il faut savoir que j'ai été Key Account Manager chez Foodora, qui est un des leaders du marché de la livraison de repas à domicile. Et donc là-bas j'ai pu prendre conscience de deux choses. De l'ampleur du marché de la livraison de repas à domicile et de l'importance du facteur coursier pour ces startups de la food tech. Parce que le problème que j'ai pu rencontrer, c'est une qualité assez déplorable de certains coursiers qui ont fait qu'on a perdu énormément de clients. Donc nous, on avait par exemple, on a tous des anecdotes sur les coursiers. Donc il y en a qui nous mangent les commandes. Comment on fait pour justifier après auprès du client? Il y en a qui se connectent de chez eux et qui refusent toutes les commandes. Donc c'était vraiment très compliqué à gérer. Donc action-réaction, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé justement un service de livraison sur mesure pour ces différentes startups de la food tech. Donc la team, c'est donc Tariq Youssef, qui est cofondateur et responsable de flotte et business developer. Donc il faut savoir que lui aussi, il travaillait chez Foodora et était donc responsable de flotte et dispatcher. Et nous avons également Lydia Sana, qui, elle, on l'appelle, donc qui est associée, on l'appelle un peu Blaise Matuidi, parce qu'elle court partout, elle fait tout, elle est graphiste, elle est monteuse, elle est RH, elle est comptable. Bonsoir. Oui? Ah, merci. Bah, vous voyez, elle est même livreur. Non, je rigole, c'était juste la démo pour vous montrer quelle qualité de service, quelle qualité de service on veut que les coursiers OnTime rendent aux clients. Donc, plus concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc, on fait de la mise à disposition, justement, donc de coursiers à moto ou à vélo. Et on a deux types de clients pour l'instant, c'est spécialisé dans la restauration. Donc, on a les marketplaces, comme je vous ai dit, Foodora, Uber Eats, Nestor qui est passé ici, par exemple. Et on a des restaurants à débit, donc comme Noura, DS Café, Pizza Hut, etc. Donc on travaille sur trois axes. Donc d'abord, le premier, le fondamental pour répondre aux problèmes, c'est des coursiers d'une qualité supérieure. Le deuxième, donc c'est les deux derniers points font que OnTime a un réel impact sociétal. Donc on fait de l'insertion avec nos livreurs, on les prend en CDI et à temps plein et on essaye de les faire évoluer pour qu'une fois qu'ils sortent de chez OnTime, ils aient acquis de l'expérience et une certaine formation. Et enfin, nous travaillons uniquement avec des véhicules propres, donc des vélos et des scooters électriques. Et pour finir, pour que voilà, vous ayez une idée un peu du marché sur lequel on se positionne, donc je vous rappelle, on est sur le marché de la livraison de repas à domicile. Donc d'après une étude justement de Rocket Internet, on est sur un marché qui pèsera d'ici 2018 90 milliards d'euros. Voilà. Et à titre de comparaison, on a un concurrent. Donc pour l'instant, on n'en a qu'un. Lui, il a un peu plus de 2 ans. Il a déjà fait une levée de fonds. Donc là, il a 80 coursiers. Nous, on a moins d'1 an. On n'a pas fait de levée de fonds. On est déjà à 30 coursiers. Voilà. Et donc pour finir, les objectifs. Donc on aimerait remporter la formation Lion et en plus repartir avec un contact de chez Uber Eats et si possible avoir un rendez-vous chez votre fonds d'investissement. Voilà, c'est tout pour nous. Merci. Merci pour ce super pitch. Et pour la petite histoire, tu le sais, on est un investisseur chez Foodora. Donc on connaît bien la problématique de la food delivery. Tu faisais référence à Stuart, c'est ça? Par rapport à quoi? Le principal concurrent? Non, Stuart, c'est un concurrent indirect, mais il fait pas de la mise à disposition pour les différentes entreprises de la food tech. Il s'appelle YouOrder en fait. Ok. Ah, donc vous internalisez en fait quoi? Vous mettez pas simplement à disposition des personnes qui peuvent assurer le service, mais vous prenez quoi, la gestion de la clientèle à partir du restaurant jusqu'à la fin? Voilà, nous on s'occupe de la flotte des clients. C'est-à-dire que Foodora va s'occuper de développer son business, de signer des partenariats avec des restaurants. Et pour sa flotte de coursiers, elle va le faire appel à nous. Donc elle va nous demander par exemple 40 coursiers midi et soir. Et donc c'est nous qui allons nous occuper de récupérer les commandes et de les livrer chez le client.
Et donc votre service, du coup, c'est de mettre à disposition ces coursiers-là ou c'est à la course? C'est une mise à disposition horaire. Horaire, d'accord. Voilà, donc vous leur donnez une flotte, c'est ça. charge à eux, Voilà. Donc, charge à eux de l'optimiser. exactement. Ils n'ont plus les contraintes, les contraintes du statut auto-entrepreneur, donc on peut requalifier ça en CDI. Ils n'ont plus le problème des scooters, des assurances, des ressources humaines, des arrêts maladie. Ils ont juste une facture mensuelle. C'est tout. Ok. Et donc la manière dont vous intégrez le marché, elle est via des restaurants qui sont indépendants ou alors des chaînes. Quel est votre type de beauté de client? Alors pour l'instant, pour pas se perdre, on a décidé donc de spécialiser dans la restauration et nous on travaille avec de gros clients qui seraient rentables avec nous, donc il y a assez de débit, donc ça va être toutes les marketplaces comme Foodora, Nestor, etc. Ou bien des restaurants, mais des restaurants à débit, donc ça va plutôt être des chaînes comme Pizza Hut, Nora ou DS Café. Ok. Et le modèle économique derrière, c'est un modèle comme une agence d'intérim ou comme une marketplace de freelance, justement? Comment vous rémunérez? On est sur un modèle hybride. On a nos salariés et on a un carnet d'adresses d'auto-entrepreneurs. Donc tout dépend du client et du modèle du client. Sur Paris, simplement? Pour l'instant, on est sur Paris et proche banlieue. Parfait. Et les objectifs pour les années suivantes? Alors là, les objectifs, en moins d'1 an, donc à court terme, ça serait de devenir le leader des sous-traitants sur le domaine de la livraison de repas à domicile. Et à long terme, ça serait d'être leader sur le plan national, donc de suivre nos clients sur les villes qui ouvrent, comme vous savez que Foodora sont à Lyon, à Lille, etc. Donc de suivre nos clients et de s'ouvrir au reste des activités de livraison. Donc là, on veut commencer à passer aussi sur de la livraison traditionnelle pour avoir 2 équipes de livreurs, donc qui feraient matin livraison traditionnelle, midi sur du food, et une deuxième équipe qui ferait après-midi sur de la livraison traditionnelle et le soir sur du food. Et donc nous, on vise en fin d'année 2017 d'avoir au moins 80 salariés et pour 2018 le double. Très clair, merci. Voilà. Et les chiffres que je vous annonce sont basés sur des demandes de clients, c'est pas des objectifs qu'on ne peut pas atteindre. Plus on pose de questions, plus ça montre qu'on est intéressé. Moi, il y a juste un truc. Bon, au niveau de la forme, les slides partie 1, partie 2, machin, t'oublies ce genre de slide. Tu vois, quand tu racontes une histoire, il n'y a pas attention, là le méchant il va arriver. Tu vois, on n'annonce pas qu'il va se passer un truc. Donc ce genre de slide, faut pas les avoir. Dans la forme, faut pas s'inventer qui on est. Toi, t'arrives et clairement t'es un mec hyper solide. Voilà, je sais de quoi je parle. Je suis pas un rigolo. Je vais pas chercher à vous charmer, mais peut-être limite un peu trop. Moi, j'ai envie quand même que tu nous embarques. Et si tu es un ouf de la logistique, vas-y carrément. Raconte-nous profondément pourquoi ta formation, elle est dingue. Qu'est-ce qui fait? On comprend très bien. Ouais, Foodora, ils font des liens entre les restaurants et des clients. C'est pas leur métier de faire que y ait de la livraison qui se passe bien. C'est des métiers super différents. Mais vas-y à fond, vu que tu as été à l'intérieur, on veut savoir les petits détails. Si tu es un malade mental de la logistique, je pressens que tu es, pour aimer à ce point-là ce métier-là, parce que c'est quand même ça s'est rentré dans l'hyper détail pour que des mecs créent une chaîne inattaquable entre le moment où le mec reçoit la commande et le moment où le client est servi, ça se passe nickel chrome. Et en plus, vous adaptez de Foodora à Uber Eats, à Nestor, Nestor qui est à The Family, voilà. Donc vous êtes capable de vous adapter hyper bien. Raconte-nous ça. Si tu es un ouf de la logistique, on veut le voir en fait. C'est vrai que j'ai pas parlé que voilà, les livreurs, avant de les envoyer sur le terrain, ils ont une formation spéciale on time, donc on les forme au préalable sur les standards de qualité et le business model du client. Donc c'est vrai que j'ai enlevé beaucoup de choses parce que je voulais vraiment pas entendre la musique et ne plus pouvoir parler. Un autre truc, oui, mais parce que tu fais des phrases trop longues. Tu as commencé, alors ta one sentence, c'était « On est un service de livraison qui permet d'externaliser sa propre livraison ». Son propre service de livraison. Ouais. T'imagines ou quoi? Son propre service de livraison. Tu m'as endormi direct, quoi. Après, notre startup, c'est un peu compliqué. Non, tu peux mettre de l'image et tu peux mettre de la forme dans n'importe quel pitch. Vraiment.
Tu vois, et tu peux mettre du sexy dans ce pitch-là. C'est la fameuse image de c'est la ruée vers l'or. Il y a ceux qui vont chercher l'or, il y a ceux qui distribuent les pelles, et ceux qui distribuent les pelles, ils se font un max de thunes. Et toi, tu es un distributeur de pelles. Parce qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre sur ce secteur, c'est le coursier. Et j'ai vu que vous l'aviez dit à Nestor quand ils sont venus. Quelqu'un disait, là, il y a Rocket Internet qui investit des millions chez Foodora. Comment vous allez trouver des coursiers? Donc, ils passent par un time. Donc tu peux mettre du sexy même dans un pitch qui parle de service de livraison. Voilà. Okay. D'accord. Moi j'ai trouvé que c'était un très bon pitch et une très bonne idée. Merci. Ce que j'ai adoré, c'est le fait que tu présentes l'équipe. Enfin, c'est très cool de voir une équipe qui a du sens par rapport au projet. Ça donne directement confiance. Après, gérer des chauffeurs, gérer des coursiers, c'est un métier que je connais bien. C'est un métier que je fais au quotidien avec les équipes Uber. C'est un métier très 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 difficile. C'est pas de la logistique, on parle pas de logistique, on parle d'un métier qui est extrêmement compliqué. Et on parle d'un métier qui est rentable at scale. C'est-à-dire que c'est un métier qui est rentable quand on parle pas de 30 coursiers, on parle de 22 000 chauffeurs Uber. Et c'est là que tu commences à être rentable. Donc si tu veux, y a le défi que tu te lances, il est énorme. Il est d'être meilleur que les autres, pour qui c'est son cœur de business. Uber, c'est notre cœur de business de savoir gérer ça. C'est pour ça qu'on est meilleur que les autres, qu'on essaie d'être meilleur que les autres, et c'est ça qui fait qu'on est reconnu. Pareil pour Foodora, pareil pour ces gens-là. Et donc du coup, moi je trouve que l'idée qui est hyper bonne derrière tout ça, c'est parce que ça reste un énorme défi et que c'est quelque chose sur lequel on a toujours à travailler, c'est toi, pour que tu sois meilleur que les autres, il faut que tu arrives à trouver une sorte de label. Il faut que tu sois un label. Il faut que tu arrives à être connu, non seulement des coursiers, mais aussi des clients. Et dire, OK, si j'ai un label, je ne sais plus comment ça s'appelle, excuse-moi. La société ouais. On Time. Si j'ai un label On Time, c'est que c'est un service de qualité. Du coup, là, tu prends de la valeur et tu valorises. Parce que, au final, sous-traiter quelque chose, c'est toujours rajouter des coûts. Et donc, il faut que ce soit justifié. Soit tu justifies par une efficacité qui est supérieure, soit tu justifies par une scale qui est supérieure, soit tu justifies par une brand et du coup un intérêt pour le consommateur final qui est supérieur. Donc je pense que c'est ça qu'il faut travailler et qui est super challengeant. Donc, merci pour l'intervention, je suis tout à fait d'accord. Donc nous, on a les trois parce qu'on a une capacité de volume plus élevée que les coursiers normaux. Donc le client est plus rentable. On fait du branding et on a une qualité supérieure. Donc, et là, on est assez jeune, mais on commence tout doucement à se créer une image parce que c'est pour ça qu'on a réussi à rentrer dans le marché, sachant que le concurrent avait une plus grande flotte. C'est justement grâce à la qualité des coursiers. Et à titre d'information, à chaque fois qu'on est rentré sur un contrat, notamment chez Nestor, le concurrent a été viré, on est resté en exclu. Voilà. Et juste petite question plus précise, mais du coup, tu es une société de transport, tu embauches... C'est ça, c'est une société de transport. Ok. Donc c'est pour ça que tu peux avoir des scooters. Exactement. Okay. All right. Bon, alors bravo. On t'applaudit. Merci. Tu restes là. Reste là. Bon, maintenant les amis du public. C'est un grand moment parce que c'est vous qui allez choisir qui va gagner. Soyez généreux. Vous faites du bruit pour tout le monde, mais vous faites un max de bruit pour votre favori. D'accord ? 1, 2, 3, BKT. 1, 2, 3, Finder. Et soyez généreux. Hein. Le nom de la boîte, c'est Copélican. 1, 2, 3, Copélican. Un, deux, trois, on time. Ok, donc déjà, je suis désolée Finder, mais t'es plus dans le game. Maintenant, vous choisissez, vraiment, d'accord ? Vous faites plus du bruit pour tout le monde, vous choisissez. Vous choisissez. 1, 2, 3, BKT. Et ses amis sont très bruyants, hein, d'accord ? 1, 2, 3, Copélican. Un, 2, 3, on time.
C'est dur. Bon, c'est plus Copélican. I'm sorry, babe. C'est entre les deux, là. Donc, vraiment... Ouais, non, mais attends. Là, je vais vous demander vraiment d'être radical. Hein. C'est soit l'un, soit l'autre, ok? Vraiment. Si il y en a un qui doit gagner, parce qu'on n'a pas, tu vois, on a un trophée. D'accord? Qui est-ce qui mérite de gagner? Réfléchissez bien, d'accord? 1, 2, 3, BKT. Un, 2, 3, on time. Ok. Égalité, les gars, vous pouvez tous les deux envoyer quelqu'un à Lyon et vous allez tous les deux gagner. Je crois qu'on peut leur dire bravo, félicitations. Merci les gars, merci Hugues, merci Timothée. Voilà, merci à tous, bonne soirée. Que la famille.